Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il faut faire des économies, il faut limiter les dépenses. Je vous propose de supprimer les avantages des anciens présidents de la République et des anciens premiers ministres. Vous avez une idée du pognon qui fout le camp dans les banquets, les balles, la décoration, le mobilier, hein? Je vous propose donc une diminution des crédits de... Allez, dites un chiffre. 2 millions litres. Combien? Pognon, j'entends parler que de ça tous les jours. Et quand on va rester au final, on se dit, est-ce que tout ça a servi à quelque chose en fait? 2500 pièces d'or? Mais vous voulez que je trouve 2500 pièces d'or dans le cul d'une vache? Et le Premier ministre François Bayrou a choisi le lendemain de la fête nationale pour dévoiler les mesures pour revenir à un certain équilibre des finances publiques, comme il l'a dit, en 4 ans. Parmi les pistes évoquées, la suppression d'agences d'État, réduction des niches fiscales, hausse de la TVA ou fin de l'abattement fiscal pour les retraités. Alors parlons vrai, est-ce que ce budget est faisable politiquement sans risquer une censure? Et à cette question pour le budget 2026, que vous semble-t-il le plus urgent? Vous dites à 85% supprimer des agences d'État, 13% supprimer des niches fiscales et à 1% augmenter la TVA et supprimer l'abattement fiscal des retraités. Vous voulez réagir? Il n'y aura suppression d'aucun abattement pour vous et pas d'augmentation de la TVA. 5 centimes d'euros TTC, c'est le 0826 300 300. Qu'on ne récupère pas, hein, bien sûr. Et notre invité pour en parler, Benoît Perrin, économiste et directeur général de l'association Contribuables Associés. Bonsoir Benoît Perrin, merci d'être avec nous. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe Bilger, ce budget tant attendu. Quel bonheur d'avoir un sujet comme ça qui va me permettre de dire n'importe quoi. Le débat de mon ignorance. Mais en fait, Benoît, je sais que vous êtes très indulgent avec moi et je trouve que la perception des auditeurs de Sud Radio est très pertinente. Et les deux premiers, l'abattement pour les retraités, je le trouverais humainement insupportable. Le deuxième, qui est, je le note, la TVA, je le trouve techniquement discutable. En revanche, les deux derniers, si un pouvoir politique a du courage, évidemment, alors là, c'est l'utopie absolue. Donc les niches fiscales. Les agences d'État. Et les niches fiscales. Exactement, je pense que c'est jouable et c'est possible, d'où évidemment l'adhésion forte à ces deux mesures. François de Rugy. Oui, moi, ce qui me frappe, c'est que les mesures qui sont envisagées, en fait, c'est des hausses d'impôts, soit franches et directes, soit déguisées. Parce que dire on supprime un abattement, ça veut dire qu'en fait, on augmente l'impôt. Ah bah oui. Si on supprime les niches fiscales, une niche fiscale, c'est une réduction d'impôt. Hein, c'est une réduction d'impôt, mais ciblée sur un sujet. En général, il y a une raison, hein, c'est-à-dire que c'est pour, par exemple, le logement. Il y avait une réduction d'impôt pour le logement, elle a été supprimée. Ça a eu un effet très direct. Hein, c'est que alors que le secteur du logement était déjà en crise, on s'y est enfoncé. Et donc, moi, je crois que la seule vraie politique soutenable et politiquement et économiquement et fiscalement, c'est de baisser les dépenses. Il faut arrêter les subterfuges d'augmentation d'impôts qui ne disent pas leur nom et il faut baisser, il faut s'atteler à la baisse des dépenses. Et ça, moi je pense que c'est tout à fait faisable. Hein, moi je m'étais dit, par exemple, si on donnait un objectif de 5%, on dit voilà, l'année prochaine, on veut que dans... Mais il faut d'ailleurs, moi je pense qu'il faut dire dans tous les domaines. Il faut commencer par dire c'est dans tous les domaines. Puis après, on peut discuter. Bon, la défense, non, on veut pas baisser. Alors, on sanctuarise la défense. La police, ok. La justice, ok. Mais si on le fait dans tous les domaines, à la fin, il n'y aura pas d'économie. Mais en revanche, ça permettra concrètement de dire on en fait. Et je voudrais aussi dire à ceux qui nous écoutent... C'est ce qu'a dit de Montchalin. Hein, sur voilà, c'est possible. Moi, quand j'étais ministre de l'écologie, j'ai préparé un budget sur lequel il y avait une baisse de plus de 2000 postes d'agents publics, tous secteurs confondus, du ministère. 2300 ou 2500 sur 70 000 agents qui relevaient du ministère. Voilà, c'est pas le plus gros ministère, hein, 70 000 agents, vous savez que l'éducation nationale, c'est 1 million. Par exemple, l'éducation nationale, prenons un exemple simple. Michel Barnier, quand il était Premier ministre, avait dit on pourrait baisser de 5000 postes le nombre d'enseignants dans le premier degré. Tout le monde, vous allez supprimer des postes dans les écoles. Mais vous savez qu'il y a 500 000 élèves de moins aujourd'hui dans les écoles primaires et maternelles qu'il n'y en avait il y a 10 ans. Alors si on n'ajuste pas les effectifs de fonctionnaires quand justement les besoins baissent, quand est-ce qu'on le fera? Bon, alors, moi je vais mettre les pieds dans le plat. Ça sent pas bon là. Non, c'est très intéressant ce que vient de dire François de Rugy. Mais moi je pense qu'à un moment donné, il faut quand même oser dire,
pourquoi ne pas déjà réduire l'abattement fiscal de certains retraités très aisés ? Je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de dire ça. Quand on est dans une situation aussi compliquée comme celle qu'on connaît aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'attaquer à ce sujet. On a l'impression de dire je ne sais quelle insulte en disant ça. Deuxièmement, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas non plus augmenter les impôts pour les très très fortunés. Alors le fameux argument, ça va les faire fuir à l'étranger, mais ça fait 50 ans qu'on nous dit ça. J'ai pas l'impression que les plus grands milliardaires français aient vraiment fui l'étranger. C'est quand même, à un moment donné aussi, une question de quand même de justice fiscale, de justice sociale. C'est un moyen de trouver des solutions. Et pour vous dire que je ne suis pas non plus totalement gauchiste, ce qui n'est pas le cas du tout, mais par exemple l'abattement des niches fiscales, vous voyez, pardon, la suppression des niches fiscales, par contre là je suis un petit peu opposé parce que finalement, comme a dit François et Philippe... Parce que vous en profitez peut-être. Non, c'est ça, c'est qu'en fait, on croit que ça fait faire des économies, ce qui est un peu vrai, mais en même temps, supprimer une niche fiscale, c'est en fait, en même temps, handicaper la croissance. Parce que quand on enlève finalement une niche fiscale, c'est quelque chose de négatif par rapport au produit intérieur brut, il me semble. Enfin, Benoît sera encore plus spécialiste. Et vous savez ce que disait Jacques Chirac sur les niches fiscales. Il y a un chien prêt à mordre derrière chaque niche. Dans chaque niche, il y a un chien qui dort, qui est prêt à mordre, si jamais on va s'attaquer à ça. Donc voilà. Et ce qu'on a Benoît Perrin. Ce qu'on a appris ce matin avec le rapport là qui est sorti hier, vous avez dû le lire sur les agences d'État, c'est que derrière chaque agence, il y a aussi quelqu'un qui aboie. Parce qu'en fait, le rapport qui vient de sortir, c'est assez intéressant. Ils expliquent que globalement, c'est difficile de faire des économies, ou en tout cas des économies, on peut les faire de manière un peu marginale dans les fonctions support. Mais je crois que ce dont on ne parle pas assez, c'est en fait le sujet finalement de quoi doit s'occuper l'État. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'agences, effectivement on peut les organiser, les fusionner, les supprimer le cas échéant. Il y a beaucoup d'argent à trouver là. Alors là, les agences d'État, c'est entre eux. Alors d'abord, on ne sait pas combien on a. C'est quand même extraordinaire. Le rapport qui est sorti indique que on n'a même pas de répertoire. 2, on ne sait pas exactement combien il coûte. 3, les informations budgétaires qui sont données aux parlementaires pour justement contrôler l'utilisation de l'argent, sont incomplets. 4, elles n'ont pas d'objectif avec l'État. C'est-à-dire que vous avez exactement 22% des agences d'État qui ont souscrit un contrat d'objectif avec leur ministère de tutelle. Et enfin, des lettres de mission qui normalement devraient être attribuées à chaque directeur d'agence en début d'année, ces courriers ne sont jamais rédigés. Donc, mais comment c'est possible ? C'est une espèce d'État dans l'État, c'est une histoire d'agence. Mais encore une fois, les agences, en fait, elles font leur boulot. C'est-à-dire qu'elles ont pour mission, en grande partie, quand même, de faire des normes et d'attribuer des subventions. L'enjeu, il est, à mon avis, pas de taper sur les agences, mais taper sur les responsables politiques qui leur ont donné beaucoup de pouvoir et beaucoup de responsabilités. Donc le seul moyen de faire des économies en termes d'agences, c'est simplement de se poser la question de aujourd'hui on fait ça, voilà les aides qu'on attribue à des Français ou à des entreprises françaises. Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête ? Voilà, c'est tout. Et ça, c'est la vocation du politique de faire le tri entre les différentes dépenses de ces différentes agences. Vous ne répondez pas à ma question. Il n'a pas fini. Ah pardon, non, parce qu'on peut faire un petit dialogue quand même. Un échange. Oui, mais je pose une question à Benoît qui est quand même un spécialiste que je connais bien en plus. Que répondez-vous quand je vous dis est-ce qu'on ne peut pas augmenter les impôts des très très fortunés ? Alors, depuis, dès qu'on a un problème budgétaire en France, on fait deux choses. C'est 1, on tape sur les riches, et 2, on tape sur les grosses entreprises. Ça fait 50 ans que ça dure. On n'a pas tellement tapé sur les riches. Je crois. Les riches sont extrêmement imposés. L'impôt sur le revenu, il y a 10% des gens qui payent 75% de la recette. L'impôt sur le revenu reporte en grande partie. Très progressif. Exactement. Et 30% de la collecte, c'est 1% des foyers. Donc autrement dit, les riches paient déjà beaucoup d'impôts, ils paient beaucoup de charges de manière générale, de charges sociales. Et les grosses entreprises, il faut faire très attention dans un pays avec une économie qui est extrêmement fragile à ne pas faire en sorte effectivement de stimuler les délocalisations ou l'installation d'entreprises en France. Quand les investisseurs regardent la France, qu'est-ce qu'ils se disent ? En fait, ils regardent les taux d'imposition et ils se disent on va s'installer finalement dans des pays où, par définition, on gagnera plus d'argent. Et si vous continuez à augmenter les impôts à la fois des riches et des grosses entreprises, qu'est-ce qui se passe ? On le sait déjà. C'est au final nous tous autour de la table qui allons payer. C'est une certitude. Et dernier point, parce que ça me semble très important. Et après on prend Brigitte de C'est hier. vraiment de comprendre qu'en fait la dépense publique depuis 50 ans, elle augmente tous les ans. On nous raconte toujours des histoires en disant oui, on fait des efforts. La dépense publique, là, par exemple sur les 5 dernières années, elle a augmenté tous les ans d'à peu près 40 milliards. Parce qu'en fait, il y a des effets mécaniques qui fait il y a beaucoup de prestations qui sont indexées sur l'inflation. Il y a beaucoup d'engagements pris par l'État. Et donc, la dépense publique, fonctionnaires augmentent tous les ans. Ça continue à monter. Et le nombre de fonctionnaires, c'est pareil. Plus 60 000 agents publics l'année dernière. Donc, je veux dire,
il faut comprendre que l'État ne fait aucun effort sur la gestion de l'argent public. Mais il faut quand même dire que c'est pas que l'État, collectivité locale et protection sociale. Oui, alors. Allez, pardon. 0826 300 300 avec Brigitte qui est avec nous de hier. Oui, bonjour à tous. Ma chère Brigitte, on vous écoute. Alors écoutez, moi je suis toujours sidérée quand on parle des agences d'État. Parce que moi, c'était mon vote. Les agences d'État, il y en a 776. Vous avez 17 autorités administratives indépendantes, 7 autorités publiques. Enfin, bon, c'est un véritable maquis. Parmi toutes ces agences, évidemment, il y a des doublons. Je vous donne juste un exemple. Par exemple, les ARS. Les agences régionales de santé. Voilà, vous avez avec donc l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, vous avez l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, donc là, 1400 agents quand même, ça veut dire la Haute Autorité de Santé, la Santé publique France, pour citer, alors là, je vous donne que les principales, mais tout ça, ça se chevauche dans leurs compétences. Et alors, depuis la crise sanitaire, je vous dis pas, ils ont démultiplié. Alors, vous avez l'ADEME qui vous dit comment vous lavez votre jean et votre slip, ça, on l'a vu, ça fait quand même son petit chemin. L'ARCOM qui ferme des chaînes et qui bride la liberté d'expression. Le CESE où ils sont payés entre 2 000 et 5 000 euros pour rien. Et ils en passent, c'est les meilleurs. Mais vous avez des noms de commissions qui sont à couler par terre. La commission d'enrichissement de la langue française. On a déjà l'Académie française. Vous pouvez me dire à quoi elle sert cette commission? Le comité des achats des établissements enrichir. C'est-à-dire faire venir des nouveaux mots. Non mais reconnaissez que c'est quand même lunaire. C'est lunaire. Oui, et c'est vrai. nous, on est en bas de la chaîne. Parce que qui c'est qui paye en fait tout ça? C'est quand même toujours les mêmes. C'est vrai, c'est vrai. Comme dirait l'autre. Donc, à un moment donné, si vous voulez, c'est plus possible. Moi, j'aimerais quand même donner un tuyau qui vaut de l'or aux politiques de tous bords, parce qu'à un moment donné, on en a un peu marre. Et en fait, je trouve qu'il passe trop de temps entre le processus décisionnel et l'action publique. Il devrait tout réduire, réduire les charges, réduire les taxes, réduire les impôts, et commencer à faire vraiment des économies. Parce qu'au final, ce qui nous manque en France, c'est ça, c'est que l'État arrête de devenir obèse sans arrêt et de rajouter toujours des choses. Alors je sais bien qu'on fait avec des copains. Je veux dire, c'est pas nouveau. Je veux dire, à l'époque déjà, tous les syndicats, dès qu'ils ont plus de mandats nationaux, ils sont recasés par les politiques. Mais Brigitte, on va faire réagir Benoît Perrin. Elle peut être ministre du budget. Non, mais vous avez évidemment complètement raison. Le sujet, si je peux me permettre, c'est de faire attention justement à la com et au marketing. C'est-à-dire qu'on s'est aussi aperçu que quand vous aviez des fusions d'agences ou des suppressions d'agences, ça ne générait pas forcément d'économie. Parce qu'en fait, vous avez le personnel des deux agences qui arrivent dans une même et seule agence. Et en plus, avec des grilles salariales qui sont pas les mêmes, et donc par définition, qu'est-ce qui se passe? En fait, on s'aligne toujours vers la convention collective la meilleure, ou en tout cas vers les salaires les plus importants. Donc, faut faire attention à ce toilettage. C'est pas parce qu'on supprime des agences qu'on fait des économies. Le seul, encore une fois, question qui se pose, c'est de savoir en gros, finalement, à quoi doivent servir ces agences. Est-ce que c'est normal, par exemple, que leur budget d'intervention, c'est-à-dire l'argent qui est donné aux Français et aux entreprises, est augmenté de 20% depuis 2017? Je pose juste la question. Voilà, depuis 2020. Elles ont augmenté de 10 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2020 et aujourd'hui pour que ces agences dépensent en budget d'intervention plus de 10 milliards? Personne n'est capable de répondre à cette question. Si, René Chiche peut-être. Ça fait 2% par an. Non, par contre, m'avait une pensée, parce que effectivement, je voulais poser la question, qu'allaient devenir les gens qui travaillent dans les agences qu'on supprimerait. C'est ça. On doit les recaser. Donc ça ne fait pas d'économie. Excusez-moi, mais quand on a fermé les mines de charbon ou les usines sidérurgiques, etc., on n'a pas recasé les gens. Désolé. Eh ben alors qu'est-ce qu'ils deviennent les gens dans les agences? Ils sont pas fonctionnaires, mais ils rechercheront du travail, cher ami. Ils enrichissent la langue française. Il y a beaucoup de contrats. On y est tous passés dans la vie. Ça crée des nouveaux chômeurs. Oui, d'accord. Et si tout le monde parle en même temps, on comprend rien. Le mot de la fin, Benoît Perrin. Le mot de la fin, c'est qu'a priori, on se tourne vers la solution la plus consensuelle pour cette histoire de 40 milliards, qui est l'année blanche. L'année blanche, c'est très simple, c'est que en 2024, en 2025, on va dépenser 1700 milliards. En 2026, l'objectif, c'est de dépenser exactement la même somme, ce qui va permettre justement, si on fait une année blanche de ce type-là, d'économiser déjà à peu près 30 milliards. Année blanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne dépense pas plus au niveau de l'État, on ne dépense pas plus au niveau des collectivités locales, en tout cas on leur donne pas plus d'argent. Et enfin, effectivement, sur la partie prestations sociales, on n'indexe pas les fameux, notamment les minima sociaux sur l'inflation, ce qu'on a l'habitude de faire et ce qui coûte très cher à la France. Y compris les retraites. Et les retraites. Et les retraites. Donc on s'oriente plutôt vers ça, a priori. Merci Benoît Perrin, économiste et directeur général de l'association Contribuables Associés. On va vous garder pour le qui c'est qui.